Bonjour à tous. Bon, alors, je vous préviens, ce live ne sera pas très long parce que je suis souffrante. Mais je voulais quand même prendre la parole ce matin de manière liminaire, hein, on va employer les termes du gouvernement, de manière liminaire au discours extrêmement attendu par l'ensemble de nos concitoyens, ce discours d'Édouard Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il faut attendre de ce discours d'Édouard Philippe, Premier ministre de la France? Eh bien, je vous dirais que de ce discours, il ne faut absolument rien attendre. D'ailleurs, comme ce fut le cas pour chacun des discours et chacune des allocutions, que ce soit du chef de l'État ou que ce soit du Premier ministre et des ministres membres de ce gouvernement. Alors, j'écoutais BFM ce matin, et on décrivait cette annonce, cette allocution, cette déclaration d'un Premier ministre sur la sellette, ça fait des mois qu'il est sur la sellette, et on décrivait ce discours comme un discours avant tout politique et économique. Alors, moi, il y a quelque chose qui me gêne, parce que nous sommes en période de crise sanitaire. Je rappelle que le confinement est toujours en vigueur. Je rappelle que le virus est toujours là. Je rappelle que des gens décèdent tous les jours et que d'autres sont hospitalisés ou en réanimation tous les jours. Je le répète, nous sommes toujours en confinement et ce discours est un discours économique et politique. Alors moi, je me dis, il manque un mot. C'est pas possible. Ou alors, on vit pas sur la même planète, on n'est pas dans la même réalité. Le mot qu'il manque, c'est le mot que tous les Français attendent. C'est le mot santé. Alors, est-ce qu'Édouard Philippe, aujourd'hui, va encore, parce qu'il a pris du temps pour préparer son discours, il est manifestement acculé dans ses retranchements, parce que un discours, j'en ai fait des discours et ça prend pas 2 jours. Lorsqu'on sait où on va, lorsqu'on sait ce qu'on veut, lorsqu'on sait ce que l'on a à dire, un discours, ça se fait en 1 heure. Sauf qu'Édouard Philippe, il sait plus. Il sait plus. Et pourquoi est-ce qu'il ne sait plus? Parce que depuis le début de cette gestion de crise, les discours, que ce soit les discours du chef de l'État ou les discours du Premier ministre et autres sbires de la Macronie, n'ont été que communication, mensonges, annonces, promesses non tenues. Alors effectivement, face à tous ces mensonges qui sont en train aujourd'hui de sortir, les médias en parlent enfin, ce qu'on dénonce, moi et d'autres personnes, depuis des mois, enfin les médias osent en parler, que ce soit les mensonges sur les masques, que ce soit les mensonges sur les tests, que ce soit les mensonges sur les chiffres de ce politicien Salomon, tout ça, ça y est, ça sort. Alors évidemment, Édouard Philippe, il est confronté à ça, il est confronté à ses omissions, il est confronté à cette manipulation collective dont il a participé. Alors, bah oui, effectivement, comment faire un discours légitime, crédible, alors que tous les jours, on s'aperçoit que depuis le début de cette crise, tout a été communication et propagande. Alors il va vous parler de quoi aujourd'hui? Il va prendre un air très solennel, parce que tout est dans la gestuelle. La Macronie fait très attention à la gestuelle, et ceux qui ont quelques notions de PNL pourront le constater. Édouard Philippe va se montrer sous son jour le plus solennel, va vous faire des envolées lyriques, va vous sortir des formules clinquantes, trébuchantes. Il va s'ériger quelque part en chef de guerre bis. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est, je le répète, acculé. Il va vous parler. Il va vous parler en surtout, je pense,
mettant en avant l'intérêt général. Je pense qu'il va faire ça. Un intérêt général dont il a absolument piétiné toutes les contingences. Et ensuite, il va nous esquisser son plan de déconfinement. Ne vous attendez pas à quelque chose de tangible. Il va vous parler de la forme du déconfinement. Le fond, le contenu du plan de déconfinement, il n'en parlera pas, ou il en parlera peu. Il va entretenir le flou artistique. C'est une stratégie usitée par de nombreux partis politiques, mais principalement par la Macronie. Pourquoi ? Entretenir le flou, ça laisse la porte ouverte à tous les possibles, y compris les pires. Et quand on parle flou, ça laisse la possibilité aux personnes qui écoutent de mettre dans les trous de ce discours ce qu'ils ont envie d'y mettre. Et surtout, ça permet à un gouvernement de reconstruire ce discours en fonction des sondages d'opinion, en fonction des codes de popularité. C'est le flou le plus total auquel il faut nous attendre cet après-midi. Il y aura des promesses, il y aura des annonces. Ces annonces et ces promesses ne vaudront que pour la forme. Édouard Philippe, alors j'entends, on va se livrer à un numéro d'équilibriste, mais l'équilibriste, il est déjà tombé. Donc, il aura beau faire montre de superbe, d'assurance, qu'Édouard Philippe, il n'a déjà plus d'avenir politique. Il n'a plus d'avenir politique. Édouard Philippe, comme le chef de l'État, est responsable et coupable de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Alors il va vous gausser d'approximation. Il va encore faire preuve d'incohérence dans ses propos. Il va aller jusqu'à méconnaître les avis rendus par le Conseil scientifique et notamment sur la reprise de l'école le 11 mai. Le Conseil scientifique a rendu de nombreux avis sur de nombreuses questions qui seront très certainement abordées par le Premier ministre cet après-midi. Vous observerez que les annonces du Premier ministre, qui sont aussi les annonces du président, parce qu'il ne faut pas penser que Édouard Philippe est en train d'écrire seul son discours. Non, Édouard Philippe, il a des communicants, il a des conseillers, il a des gens qui savent jouer avec les formules. Et il a Emmanuel Macron. Parce qu'en France, nous avons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire à deux têtes. Macron, Philippe. Ce discours, ça ne sera pas uniquement celui d'Édouard Philippe, ce sera aussi celui d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron, en ce moment, il essaie de s'éloigner un petit peu. Parce qu'Emmanuel Macron, il veut sauver sa tête. Mais sa tête, il la sauvera pas. Alors, pour Emmanuel Macron, Édouard Philippe est un peu devenu le fusible. Mais si Édouard Philippe tombe, Macron tombera. Peut-être pas en même temps, mais il tombera. Alors, n'attendez rien de ce discours. Tous ceux qui attendent des mesures concrètes, tous ceux qui attendent de ce discours des mesures visant à la protection de l'ensemble de la population française, tous ceux-ci n'auront pas de réponse. Il va vous parler de santé. Je pense qu'il vous parlera beaucoup plus d'économie et qu'il vous parlera également en termes politiciens. Je ne suis pas un Matignon, je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête du Premier ministre, mais je connais suffisamment les coulisses de la Macronie pour vous dire que ce discours, qui, je le répète, comme je l'ai dit hier, est un déni total de démocratie, puisque l'opposition n'a pas été en mesure de préparer
la contre-attaque, puisqu'on est en temps de guerre, hein, donc on va parler de contre-attaque. L'opposition a été privée de ce temps essentiel à la construction d'une ligne défensive claire. C'est un déni de démocratie. Et Édouard Philippe, tout ça, ça a été pensé. Hein. Tout ça, ça a été pensé parce que tout est pensé dans la Macronie. Tout est pensé jusqu'à la moindre virgule. Et tout ce qui sera dit aujourd'hui aura été pensé, aura été soumis à des communicants. Parce que la Macronie est emplie de communicants. Un communicant, ça vous vend tout et n'importe quoi. Ils sont très forts pour ça. Mais que la Macronie ne compte pas sur un discours pour redorer son blason. La Macronie n'existe plus. Si elle existe encore chez les moutons de Macron, qui sont encore là, comme je le dis à maintes reprises, à sauter sur leur chaise comme des cabris en criant « Macron 2022, Macron 2022, Macron 2022 ». Le quinquennat de Macron, il est fini depuis le 12 mars 2020. Depuis ce discours abject. Il est fini le quinquennat de Macron. Il est fini. Mais Macron, jusqu'au bout, essaiera de sauver sa tête. Par tous les moyens. Alors si Édouard Philippe ne convainc pas aujourd'hui, et il ne convaincra pas, s'il ne convainc pas aujourd'hui, et qu'il est conduit à la démission, eh bien moi j'envisage tous les scénarios. Et Emmanuel Macron peut aller très loin. Peut aller très loin. Alors je ne vous dirai pas, je ne vous donnerai pas le nom auquel je pense pour éventuellement remplacer Édouard Philippe, puisque, je le répète, contrairement à Emmanuel Macron, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il est capable d'aller très loin s'il advenait qu'Édouard Philippe saute après ce discours. Ce que personnellement j'espère. Et là, comme je le répétais hier, j'attends beaucoup aujourd'hui de l'opposition, aujourd'hui et demain. J'attends également des contre-pouvoirs institués légalement. Ce discours, on le présente comme un discours phare du quinquennat et comme un discours phare dans la carrière politique d'Édouard Philippe. Mais lorsqu'on dirige une nation, que l'on soit chef d'État ou que l'on soit chef de gouvernement, chaque discours est un discours phare. Pourquoi celui-ci serait plus important que les autres? Il est plus important tout simplement parce qu'il va falloir rattraper les mensonges, il va falloir rattraper les omissions coupables, il va falloir s'expliquer sur ces commandes qui ne sont jamais arrivées, qui n'arriveront peut-être jamais. Il va falloir contrer toutes ces vérités qui sont en train d'apparaître sur la manière dont cette crise a été et est gérée. Alors je ne sais pas de quelle stratégie il va user, j'en suppute, je connais très bien la Macronie. Mais ils n'iront pas, parce que moi je n'attends qu'une chose de ce discours, mais je pense que je peux l'attendre longtemps. Je ne dirai pas ce que j'attends, parce que bien que certains d'entre vous ne me croient pas, je suis espionnée, tous mes discours, tous mes lives sont regardés. Donc je ne vais pas donner de conseils à Édouard Philippe quant à ce qu'il faudrait qu'il dise pour peut-être retrouver un semblant de crédibilité. Non, je ne le dirai pas. Cette chose que j'aimerais qu'il dise, il ne le dira pas. Parce que l'arrogance d'un Macron et d'un Édouard Philippe s'arrête là où commence le devoir de vérité. Et le courage d'assumer. La Macronie n'a jamais eu et n'aura pas ce courage d'assumer. À partir de là, la Macronie écrit un nouveau chapitre dans son histoire. Chapitre de fin. Bientôt, ça sera un épitaphe qu'ils écriront. Ou plutôt que nous écrirons pour eux. Parce qu'il suffit
Il suffit de prendre, de mettre des vies en danger. Il suffit. Nous sommes presque aujourd'hui à 25 000 décès. 25 000 décès. Est-ce qu'un discours peut faire revivre ces gens? Non. Rien ne peut faire revenir ces 25 000 personnes qui ont perdu la vie. Qui ont perdu la vie par omission, par négligence d'un chef de l'État et de son gouvernement. Ces 25 000 personnes ont perdu la vie. Parce qu'au mois de janvier, je précise que le dernier contact que j'ai eu avec La République En Marche remonte au 15 février. En janvier, j'étais encore en contact avec La République En Marche. Des contacts téléphoniques, j'ai enregistré toutes les conversations. Et nous savions déjà, au mois de janvier, que cette épidémie était à nos portes, était déjà dans notre pays. Et je rappelle qu'Agnès Buzyn avait alerté. Et en janvier, moi je peux vous dire quelle était la priorité du chef de l'État et du gouvernement. On me l'a dit. Le président et le gouvernement au mois de janvier ne se souciaient absolument pas de l'épidémie qui arrivait. Vous savez à quoi ils pensaient au mois de janvier? Ils pensaient à la préparation des élections présidentielles. Sur la tombe de mon papa, que je meurs de suite si ce que je dis est faux. La France était en train d'être contaminée. Des gens déjà étaient morts. Et Emmanuel Macron pensait au présidentiel de 2022. Ce qui explique notamment la raison pour laquelle des commandes n'ont pas été passées. Cela explique la raison pour laquelle on ne pensait pas en termes de confinement. Parce que Macron et le gouvernement ne pensaient pas à ça, ce n'était pas leur priorité. Et on me l'a dit. On m'a dit, nous sommes en train de préparer les élections présidentielles de 2022. On était en janvier, l'épidémie, elle était là. Elle était là en février. Et en février, on s'occupait de quoi? On s'occupait des élections municipales de Paris. Et on maintenait ce premier tour en dehors de toute raison de santé publique. On n'a pas pensé un moment aux conséquences sanitaires. On n'y a pas pensé un moment dans la Macronie. Il a fallu attendre le mois de mars. 3 mois. 3 mois, peut-être 4, parce que je pense que l'Élysée était informé de ce qui se passait en Chine. Et on sait très bien que lorsque la Chine, au mois de décembre, a officiellement fait part de l'existence de ce virus, de cette épidémie, on connaît tous la Chine. On peut légitimement penser que cette épidémie, elle était déjà en Chine depuis quelque temps.
Mais l'Élysée n'a pas réfléchi comme ça. L'Élysée a attendu le mois de mars, parce qu'il fallait préparer les élections présidentielles de 2022. Bon, ils n'ont plus besoin de les préparer, hein, c'est mort. Et les élections municipales de Paris. C'était ça la priorité. La priorité, je vais vous le dire, parce que moi j'ai plus rien à cacher. La priorité, c'était de choisir un remplaçant à Benjamin Griveaux. C'était ça la priorité de la REM. Au mois de janvier, au mois de février. Quand ces vidéos sont apparues, postées par Pavlensky, ils s'en foutaient bien de la santé publique. Ils se foutaient bien de la vie de nos concitoyens. Il fallait sauver ces élections. Il fallait absolument avoir Paris à tout prix. Jusqu'à envisager des alliances avec Dati. Ils ont voulu récupérer Villani. Ils ont voulu récupérer Villani. Et ce que je vous dis, c'est la réalité. Ils ont été à l'origine de stratégies abjectes pour récupérer Villani. Et c'était ça la priorité. La priorité, c'était gagner Paris à tout prix. Paris, ils l'ont perdu. Agnès Buzyn n'a jamais voulu être candidate aux élections municipales de Paris. Agnès Buzyn a été contrainte. Pourquoi ? Pourquoi Agnès Buzyn a été contrainte? Je vais vous le dire. Parce que tous les candidats potentiels qui se sont dits favorables à postuler à cette candidature ont été refusés par les instances de la REM. Ils ont été refusés pourquoi? Je vais vous donner un prénom. Pour ceux qui connaissent un petit peu la REM et les membres de la REM, vous ferez le rapprochement. Un certain Mounir, homme respectable, était prêt à s'engager pour la mairie de Paris. On lui a refusé l'investiture. Vous connaissez la raison pour laquelle on lui a refusé l'investiture? Parce qu'il était homosexuel. Et en plus, il était rebeu. Voilà pourquoi on a refusé l'investiture à Mounir. Alors moi, j'étais en contact à ce moment-là encore avec la REM. Et j'ai dit, pourquoi Stanislas Guérini, qui est quand même le responsable de la REM, le délégué général de la REM. Et là, on m'a dit, mais Stanislas Guérini, c'est pas possible. Je dis, pourquoi c'est pas possible? Il a trop de casseroles. Voilà. Il a trop de casseroles. Marlène Chapia, elle voulait pas. Et c'est peut-être la seule qui a été, comment dirais-je, non opportuniste sur ce coup-là. Alors on a essayé de récupérer Villani. Et puis, Villani ne souhaitant pas, et c'est tout à son honneur finalement, avec du recul, eh bien on a contraint Agnès Buzyn à se présenter. Agnès Buzyn qui savait très bien que les priorités étaient ailleurs. C'est ça la REM. C'est ça la REM. Ils ne pensaient absolument pas à votre santé au mois de janvier et au mois de février. Ils ont attendu d'être acculés pour prononcer le confinement au mois de mars. Et aussitôt le confinement mis en place de manière complètement absurde, de manière complètement incohérente, de manière approximative. Dès qu'ils ont mis en place le confinement, ils ont pensé au déconfinement. Pourquoi? Pour la reprise de l'économie. Alors, non, je n'attends plus rien de la République en marche. Non, je n'attends rien de ce discours d'Édouard Philippe cet après-midi devant les députés. Je n'attends rien et vous n'avez rien à attendre non plus. Parce que tout ce qui vous sera dit sera une nouvelle fois de la communication. De la communication. Je l'ai déjà dit,
je le redis, j'ai aujourd'hui 45 ans. J'ai baigné dans la politique grâce à mon grand-père depuis le plus jeune âge. J'ai eu l'occasion de côtoyer plusieurs présidences, plusieurs gouvernements, plusieurs partis politiques. Aucun, je dis bien aucun, sous la Ve République, n'a atteint le degré de stratégie, de manipulation, de propagande, de mensonge, d'arrivisme et d'opportunisme que la République en marche. La République en marche qui se revendique de la philosophie des Lumières n'est pas. C'est un mensonge. Et je pourrais aller très loin, aller plus loin, en vous démontrant par A plus B que la République en marche est un mensonge. Je l'ai fait, j'ai commencé à faire des révélations sur ce qu'était la République en marche. Elle s'est construite sur un mensonge. Emmanuel Macron n'est pas sorti du chapeau comme ça. Emmanuel Macron, il faut que vous sachiez qu'il a un mentor, il a un guide. Je rappelle, je bois du jus d'orange, je ne suis pas alcoolisée. Il y a quelqu'un au-dessus d'Emmanuel Macron. Il y a quelqu'un qui n'a jamais disparu du paysage politique français. Et on m'a dit un jour, alors je vais vous dire le nom de la personne qui me l'a dit. Donc sur Facebook, elle est connue sur le pseudo de Loun Bach. L-O-U-N, plus loin, B-A-C-H. Elle se fait aussi appeler Baya Lounissi, Jade Lounissi, parce que la REM, ça fonctionne comme ça, c'est des pseudos, bon bref. Et elle m'a dit, mais nous sortons tous du même cénacle, et nous sommes tous des enfants de DSK. DSK, vous savez très bien ce que ça veut dire, Dominique Strauss-Kahn. Au-dessus d'Emmanuel Macron. Celui qui a fait sortir Emmanuel Macron du chapeau, sachant que Emmanuel Macron est dans les rouages de la vie politique depuis 2007, au moins. DSK a construit. Il savait qu'il n'accéderait jamais plus à des fonctions politiques françaises, compte tenu des faits qui lui ont été reprochés. Il le savait. Il s'est servi d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a évidemment sa part de responsabilité, je ne le dédouane absolument pas. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Dominique Strauss-Kahn tire les ficelles. Alors après, on s'étonne que Emmanuel Macron soit en lien direct avec BlackRock. On s'étonne que Emmanuel Macron côtoie les grands de la finance internationale. Mais c'est logique, c'est logique. Emmanuel Macron est le produit et la marionnette de DSK. La réalité, c'est ça. Et qu'on me démontre chez DSK un germe de politique humaniste. Qu'on me le démontre. Et là, je fermerai ma gueule. Qu'on me le démontre. DSK, c'est l'ultra-capitalisme. Et vous le savez tous. Mais tout ça, c'est des choses qu'on ne vous dit pas. C'est des choses qu'il faut quand même que vous sachiez. Alors non, il n'y a rien à attendre de ce discours du Premier ministre. Il n'y a rien à attendre. Et mon ami me pose une question. S'il n'y a rien à attendre, pourquoi tu parles? Justement, pour dire qu'il n'y a rien à attendre. Alors, je sais que je suis en train d'agacer beaucoup de monde. Là. Je le sais, je le sens. Mais d'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous faire part de quelque chose qui a été créé hier et qui flatte mon ego, parce que une page a été créée pour me nuire. C'est-à-dire, je vais vous donner le titre de la page, parce que de quoi a peur la REM? Moi, je fais peur à la REM. Moi, 1m60, 45 kilos, je fais peur à la REM. Pourquoi est-ce que des pages sont créées
Alors là, je vais vous dire le titre de la page en question qui s'est créée hier, donc qui s'amuse à partager mes vidéos et qui, bien évidemment, me critique, puisque bon. Et cette page, ça s'appelle Débunké Gaylor de Richardo. Gaylor Richardo, c'est moi. Hein, et effectivement, quand on va sur la page, on ne voit que moi. Alors, d'un côté, c'est flatteur, hein, parce que je dis, au moins, je laisse pas les gens indifférents. Mais d'un autre côté, cela montre à quel point la REM peut être manipulatrice. Alors, je sais qu'ils ont essayé de me faire taire. Je sais qu'ils m'ont empêché d'aller publier sur des groupes dissidents. Je le sais, j'en ai fait l'expérience. Mais, je leur ai dit, je vous l'ai dit, et je vais parler vulgairement. Moi, je suis personne. Je n'ai jamais eu de prétention politique. Jamais, aucune. Malgré tout ce qui est dit, que je n'ai jamais eu aucune prétention politique. Je suis juriste et ça me convient très bien. Mais, il faut que vous sachiez, quand même, que ce qui s'est passé autour de moi, simple citoyenne lambda, qui n'a jamais produit que des textes argumentés, qui n'a jamais parlé qu'en vérité. Moi, j'ai fait peur à la REM. Alors maintenant, on crée des pages pour me dégommer. Mais allez-y, dégommez, dégommez, dégommez. J'ai dit que j'irai au bout. Je suis pas un mec, mais je porterai mes couilles jusqu'au bout. Et La République En Marche, puisque je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous rappelle que oui, j'ai été repéré par La République En Marche. Oui, j'ai fait l'objet d'une enquête de la DGSI. Oui, pendant 6 mois, on m'a suivi à la trace. La réalité, c'est ça. Et c'est que, à un moment donné, quand on est dans les coulisses de la REM, alors, dans un premier temps, on m'a nommé Community Manager. Ok, officieusement. Deuxième temps, j'étais référente officielle du projet pilote sur la réforme du système des retraites. C'était ça mes titres officieux. On m'a envoyé à l'Assemblée nationale interroger un député sur la réforme du système des retraites. J'y suis allée, j'ai la vidéo. On m'a demandé de me servir des gens pour me faire ma place, moi. Je ne l'ai pas fait. On m'a dit, nous avons des enveloppes, Gaylor. Nous n'avons pas besoin de justifier de nos frais engagés. Si vous voulez un appartement de fonction de député, non mais écoutez bien, si vous voulez un appartement de fonction de député à Paris, dans les beaux quartiers, 300-400 euros, vous l'avez. Évidemment, je ne suis pas entrée dans ce jeu-là. Parce que j'ai une éthique. Et quand la REM m'a repéré, ils m'ont repéré pour mon côté atypique. Ils ne savaient pas à quel point j'étais atypique. Parce que contrairement à la REM, contrairement à tous ces sbires, j'ai une éthique. Celle que mon grand-père m'a transmise. Mon grand-père qui a combattu des années pour la France. Mon grand-père qui a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Et j'en passe. Légion d'honneur. Mon grand-père qui s'est investi dans la politique pour défendre toujours nos libertés, nos droits. Moi, c'est cette éthique-là que j'ai. Ce n'est pas l'éthique de la REM. Ça, ils ne le savaient pas. Et moi, je ne suis pas formatable. Moi, on ne me demande pas de changer ma couleur de cheveux ou d'enlever mes tatouages, comme on a demandé à une certaine Rachida Kouati, parce qu'elle était maghrébine. On lui a demandé de se tendre en blonde, parce que ça passe mieux. La REM, c'est ça. C'est ce que je veux essayer de vous démontrer. Et tout ce que je dis est la pure vérité. On m'a demandé d'être plus sobre, d'être... Non. Non, moi je suis qui je suis et je ne changerai pour rien au monde. Alors oui, je continue à les déranger. Je le sais. Et je continuerai encore. Jusqu'à ce que cette mascarade cesse. La REM est une imposture. La REM
effectivement, la REM broie, manipule, la REM est stratégie. C'est ce que vous aurez cet après-midi dans le discours d'Édouard Philippe, puisque je reviens au message que je voulais vous faire passer. N'attendez rien d'autre que de la communication, de la stratégie, de la propagande politicienne. Les maternelles, elles ouvrent, enfin les écoles, elles ouvrent, mais les lycées, ils restent jusqu'au mois de juin au moins. Ce discours ne vous convaincra pas, en tout cas la majorité d'entre vous. Et vous aurez raison. Alors aujourd'hui, moi je ne me revendique absolument plus d'aucune étiquette politique. Je me revendique d'une expression. Une expression que j'ai créée, droit d'auteur. C'est une petite blague parce que je suis vraiment en colère. Je me revendique de l'union citoyenne. Car je pense qu'il est temps de se dire de l'union citoyenne et de faire en sorte que notre démocratie retrouve ses lettres de noblesse. De faire en sorte que le contrat social ait encore un sens. De faire en sorte que la liberté, l'égalité et la fraternité reviennent au premier plan. De faire en sorte que la citoyenneté, en ses droits et devoirs, ne soit plus dévoyée. De redonner à la France et à nos concitoyens les gouvernants qu'ils méritent. Emmanuel Macron, Édouard Philippe ne méritent pas la France. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée dans la mesure du possible. Protégez-vous. Protégez les autres. N'oubliez pas, je l'ai expérimenté. J'ai des témoins. J'ai des captures d'écran. Si vous les voulez, je vous les donne. J'ai des noms. J'ai des numéros de téléphone. J'ai des conversations téléphoniques. Je me permets de le réitérer à chaque fois parce que je sais que la REM est spécialiste dans les coups de pression. J'ai des captures d'écran, des conversations téléphoniques. Tout cela a été visé par un avocat. On m'a dit de me protéger, je me protège. Même si je ne crains rien, puisque je parle en vérité. Et qu'à ce que je sache, la justice ne condamne pas la vérité. Par contre, d'autres auront des comptes à rendre le moment venu. On s'en fout de tout ça. Des comptes à rendre devant la Cour de justice de la République, et puis des comptes à rendre au peuple français. Tout ça, ça s'organisera dans un autre temps. Pour le moment, je compte, j'espère que l'opposition, cet après-midi, aura, je vais reprendre un terme qu'Emmanuel Macron aime beaucoup, aura l'audace, et très fort avec les mots, l'audace de s'opposer, de dire rien ne doit empêcher l'opposition de s'opposer. Ce sont les règles de la démocratie, elles ont été suffisamment bafouées. Aujourd'hui, la démocratie doit primer sur tout. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je sais, je vais encore être insultée, menacée, ennemi public numéro 1. Bon, voilà. Je m'en tape. Je m'en tape, excusez-moi de parler vulgairement, mais c'est la hauteur de la vulgarité de cette situation. Et moi, à aucun moment, quand je fais mes lives, je vous parle en mensonge. Tout ce que je dis est la vérité. C'est très certainement la raison pour laquelle je dérange tellement. Je dérange. Et je continuerai à déranger. Ça, c'est sûr que tu dis. Je continuerai à déranger. Peu importe le prix à payer. J'estime que c'est 25 000 personnes qui sont parties. J'ai perdu des personnes du Covid-19.
C'est 25 000 personnes qui sont parties. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les gens Les, qui perdent les, du monde les familles qui pleurent leurs défunts méritent la vérité. C'est la moindre des choses que l'on puisse faire. On est impuissant face aux 25 000 personnes qui sont parties. Impuissant. Sauf à en parler. Pour ne pas oublier. Et non, nous n'oublierons pas ces 25 000 personnes dont certaines ont été entreposées dans des halls de Rungis, dans des hangars frigorifiques. Nous n'oublierons pas. Et c'est pas le discours d'un Édouard Philippe cet après-midi qui nous fera oublier. Excusez-moi. Ah, c'est vrai, j'ai un souci, j'ai du mal à cacher mes émotions. Ah, c'est bon. Vas-y, éteins ton bordel, là, ça me calme. Il paraît qu'en politique, il ne faut pas montrer ses émotions. Hey, C'est ce qu'on m'a appris, mais non. Moi, je suis humaine, j'ai des émotions. Et c'est aussi au nom de ces émotions, de ces sentiments, que je me permets de parler. Parce que j'en ai marre des discours aseptisés de ces politiques. J'en ai marre de ces discours sans émotion, sans sentiment. Alors que des gens tombent tous les jours, j'en ai marre. Alors je pleure pour ceux qui ne pleurent pas. Et pour eux, tous ces inconnus qui nous sont devenus familiers, font partie de notre famille aujourd'hui. Je dois la vérité. Et nous devons tous ensemble, dénoncer. Oui, Fabienne, tu as raison, les chiffres sont faux. Ils sont sous-estimés. Tu as raison. Depuis le début, puisque nous ne sommes que des chiffres. Nous ne sommes pas des visages, nous ne sommes pas des hommes, des femmes, des enfants. Nous sommes des chiffres. Ces chiffres, nous sommes tous d'accord. Et quand tu dis que ces chiffres sont faux, c'est la réalité. Ils sont sous-estimés. Beaucoup de personnes sont décédées, n'ont pas été comptabilisées. Parce que le gouvernement a choisi de minimiser. Le gouvernement a choisi délibérément de cacher. À partir de là, rien n'est pardonnable. En tout cas, moi, moi, Gaylor Richardot, qui ne suis personne, je continuerai. Au nom des valeurs qui sont les miennes, mais au-delà, pour tous ces gens qui, eux, aujourd'hui, n'ont plus la mesure, n'ont plus la capacité de parler parce qu'ils ne sont plus là. Et si vous arrivez à accepter ça, à accepter ce que je nomme un crime d'État, moi, en toute mon humanité, je ne le peux pas. Alors oui, je continuerai. Et
Et c'est pas des larmes de crocodile que je verse. Je fais pas dans la mise en scène, c'est pas moi. Alors je vous remercie. Et pensez à... Je ne dis pas que je détiens la vérité absolue, non. Je vous mets juste en garde par rapport à qui est Emmanuel Macron, à ce qu'est la République en marche, de qui est ce gouvernement, quelles sont leurs priorités. J'ai jamais vu en 45 ans il y a eu cette affaire dont on se souvient tous, l'affaire du sang contaminé. Nous sommes au-delà de cette affaire-là, de ce scandale-là. Continuez à penser, en même temps que vous applaudissez les soignants tous les soirs et les personnes en première ligne. S'il vous plaît, continuez à penser à ceux qui sont plus, à ceux qui vont partir, à ces familles, à ces gens tout seuls chez eux. Je voudrais qu'on ajoute à la devise française un mot. Solidarité. Oui, Fabienne Manchat aussi n'est pas d'accord avec tout ça. Et il écrit à sa manière. Il est en colère. Mais tu sais, les animaux ressentent absolument tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Nous n'oublierons pas et Édouard Philippe ne nous convaincra pas. En aucune façon. Protégez-vous. Protégez les autres. N'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à parler. Le silence aussi tue. Brisez le silence. Je vous remercie. À très bientôt.